Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour mon premier webinaire. C'est la première fois que j'en fais un, donc soyez indulgents. Vous allez être un peu mes cobayes aussi. Écoutez, on va attendre un tout petit peu que ça soit l'heure exacte avant de commencer. Je vais en profiter pour me présenter, du coup. Donc je suis senior recruteur au sein de Réseau.tech, que vous avez dû, pour certains, découvrir hier suite au premier webinaire animé par Anouk. Et donc, j'interviens essentiellement sur des prestations auprès de freelancing, c'est-à-dire que je les accompagne dans leur installation pour les nouveaux freelances, mais également dans leur recherche de mission, dans nos secteurs d'activité qui sont essentiellement autour de l'informatique et de l'électronique embarquée. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir faire le point ensemble, vous apporter mon retour d'expérience sur les erreurs fréquentes qui sont faites par les futurs freelances ou les nouveaux freelances lorsqu'ils s'installent. Parce que c'est vrai qu'on a entre l'euphorie et l'envie de s'installer indépendant, il y a des aspects qui peuvent paraître basiques, mais qui sont essentiels pour que l'aventure se déroule bien et pour éviter quelques petits accidents de parcours. Voilà. Donc pendant tout au long du webinaire, vous pourrez envoyer des questions via le chat à Rémi qui est là et qui gère les entrées, les sorties des différents sujets que vous voulez qu'on aborde. L'idée, c'est que je fasse la présentation complète pour être sûr d'aborder tous les sujets prévus aujourd'hui et qu'à la fin, vous puissiez poser vos questions et je tâcherai d'y apporter des réponses, en tout cas terrain, sur ce que je vois au quotidien. Voilà. Tu me dis qu'on peut commencer? Ouais. Là, on est 13. Je pense qu'on peut commencer. Bon, écoutez, c'est parti. Alors, la première erreur, et qui n'est pas des moindres, c'est de croire que le statut de son copain est compatible avec son projet. Parce que tout le monde a compris ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que Pierre, Anne ou Paul a un statut, a créé son entreprise en SAS et auto-entrepreneur que ça va être compatible avec votre besoin à vous. Il est assez important de se poser des questions très basiques et très essentielles avant de se lancer dans le choix de son statut, c'est-à-dire quel va être le projet in fine qu'on veut mettre en place. Quel est notre projet de famille et notre projet personnel également, parce que c'est un paramètre dont il faut tenir compte. Parce que le choix du statut va engendrer derrière des impacts sur les finances, sur l'organisation, sur les charges familiales et de l'entreprise également. Il faut éviter, en fait, il faut bien réfléchir à se poser les bonnes questions pour éviter de perdre de l'argent, tout simplement, on ne va pas se mentir, mais aussi être calé et structuré par rapport aux attentes légales liées à son statut. Encore une fois, faites attention à ce qu'on vous dit, à ce que vos amis vous disent, à ce que vos proches vous disent. Faites-vous accompagner pour choisir ce statut. Informez-vous, documentez-vous. Vous pouvez créer votre structure, SAS, SASU, enfin, tous les statuts possibles envisageables. Vous pouvez vous mettre en portage salarial également, être accompagné justement par une société de portage qui va vous simplifier la gestion administrative, surtout si on a la phobie administrative ou qu'on n'est pas très calé sur la gestion. On peut également commencer par de l'auto-entrepreneuriat ou de l'EI maintenant pour pouvoir s'installer. Donc, bien tenir compte des différents statuts, les étudier et bien mettre à plat les attentes personnelles, les attentes professionnelles face au choix qu'on va faire. Alors, avoir un CV classique. Aujourd'hui, en fait, à partir du moment où on s'installe freelance, ce qui va être important, c'est de mettre en visibilité l'expertise qu'on a et de mettre en visibilité les projets techniques sur lesquels on est intervenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un CV classique, tel qu'on le définit aujourd'hui, c'est un CV sur une page, voire deux, idéalement, avec le nom de l'entreprise, les postes qu'on a occupés, les différentes fonctions qu'on a eues. C'est bien, mais un dossier de compétences, c'est mieux. Pour ceux qui connaissent le fonctionnement des sociétés de services, on a un dossier de compétences, c'est ceux qui ne connaissent pas, pardon, un dossier de compétences, c'est une espèce de book, c'est un peu la carte de visite du freelance aujourd'hui, qui va mettre en évidence non seulement les projets sur lesquels il a travaillé, parfois la durée du projet, le budget financier impliqué dans ce projet, mais également tous les aspects techniques
sur lesquels on a travaillé. Ça va permettre en fait en un coup d'œil de voir toute la palette de compétences disponibles et envisageables, et en tout cas actuelles et des consultants, et permettre de les valoriser auprès des différents clients. Ça permet aux clients de se projeter en fait sur les compétences du consultant, son besoin en interne, et voir si effectivement il y a des projets similaires aux siens, des projets qui vont avoir des compétences transférables sur le sien, et pouvoir se projeter donc de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus réactive et pertinente pour avancer avec un consultant ou un autre. Vous allez me dire qu'il y a l'entretien derrière et on peut se vendre pendant l'entretien, mais avant d'avoir un entretien, il faut déjà donner envie d'avoir un entretien, et ça va passer justement par le dossier de compétences. Donc, vu de ma fenêtre et au vu de mon expérience, un dossier de compétences, un CV classique n'est pas forcément pertinent pour se positionner en tant que freelance. Euh, et quand on a un CV classique, après, effectivement, c'est vrai qu'on s'appuie sur des structures comme les nôtres, où nous, on va venir et apporter notre valeur ajoutée pour découvrir, comprendre et creuser les besoins techniques et les valoriser à nos clients derrière. Mais dans tous les cas, le plus simple et le plus pertinent, selon moi, de mon expérience, c'est d'avoir un dossier de compétences. C'est bon. Ouais, ça marche. Pardon. Négliger son réseau professionnel pour trouver une mission. Alors, on a tendance à dire que le réseau de mon réseau est mon réseau, et ce n'est pas faux. Parce que lorsqu'on s'installe freelance, la première chose à faire, c'est d'activer son réseau, étudier son réseau et voir qui peut avoir de la valeur ajoutée et qui peut nous accompagner dans notre recherche actuelle ou future de mission. Je m'explique. La première chose à faire, c'est déjà de voir autour de sa famille. C'est un réseau professionnel. Parce que même si j'ai ma cousine qui est coiffeuse, mais peut-être qu'elle connaît parmi ses clients un directeur de business unit, un responsable technique qui va avoir des besoins. Et il est important de communiquer autour de soi et pouvoir exploiter au mieux son réseau. Ça peut être les anciens collègues aussi. Ça peut même être un ancien employeur, parfois. Le réseau, ça va être d'être actif sur les réseaux, de communiquer sur sa situation. Dans tous les cas, pas exploiter, mais je veux dire, dans tous les cas, le fait de pouvoir s'appuyer sur son réseau va passer par la communication. Ça ne doit pas être un secret, ça ne doit pas se faire de façon discrète. Ça peut se faire de façon subtile, mais pas discrète. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent ce que vous voulez faire, que les gens comprennent à minima votre projet et ce que vous allez rechercher comme type de sujet pour pouvoir en parler autour d'eux également. Les meilleurs VRP, ce sont les proches et le réseau. Et il faut pouvoir capitaliser sur le réseau qu'on a et ne pas le négliger, parce que maintenant, c'est-à-dire je n'ai pas de réseau, mais on se rend compte qu'au final, vu qu'on ne connaît pas le réseau de son réseau, c'est toujours bien de l'exploiter et d'en discuter. Et il faut connaître son marché et tenir compte aussi, en fonction de son marché, cibler le réseau vers lequel on va communiquer, parce qu'on ne va pas communiquer de la même façon si on est sur un marché beaucoup plus de niche, par exemple, que si on est sur un marché qui est beaucoup plus large, beaucoup plus visible de tous. Alors, avoir un TGM fixe et être rigide sur le sujet. J'accompagne souvent des freelances qui, lorsqu'ils m'appellent, après une fois qu'ils se sont installés et qu'ils commencent à prospecter pour des missions, qui me disent: Johanna, j'ai un TGM de 600 €. Et quand je leur demande: mais sur quoi tu t'es basé pour fixer ton TGM, il me dit: on lui a dit que c'était ça les prix du marché. OK. Que son ami, qui est freelance depuis plusieurs années, applique ce TJM. OK. Qu'il estime aujourd'hui que c'est ce qu'il vaut sur le marché. OK. Alors moi, ce que j'ai tendance à dire aux consultants que j'accompagne, c'est que c'est bien d'avoir un TJM. C'est bien de se dire, de se fixer un objectif de facturation. C'est même important, il faut avoir cette stratégie-là. Mais ce que j'ai tendance à leur dire, c'est qu'il faut aussi garder à l'esprit que lorsqu'on est junior, lorsque je parle de junior en tant que freelance et non pas en tant qu'expert technique ou de son métier. Mais lorsqu'on est junior sur le marché en tant que freelance, il est important en fait de pouvoir
être souple et rester ouvert d'esprit. Ça veut dire qu'il faut gagner en crédibilité en tant que freelance. On peut être un très bon technique dans une société de service, même chez un client final, mais au final, les clients en face vont avoir besoin qu'on les rassure sur la légitimité qu'on peut apporter, qu'on peut avoir en étant freelance. Parce que le statut n'est pas le même, la posture n'est pas le même, le positionnement n'est pas le même, la valeur ajoutée attendue par le client n'est pas la même et l'investissement n'est pas le même également. Il faut se laisser une porte d'entrée. Se dire: «Beh, écoutez, je commence une mission, c'est ma première mission. Cette mission va être comme un tremplin qui va me permettre derrière d'appuyer et d'asseoir ma légitimité en tant que freelance chez d'autres prospects et d'autres futurs clients et du coup, l'idéal, ce serait d'avoir un TJM. Je ne demande pas de se brader, bien sûr, hein, on est d'accord, mais d'avoir un TJM plutôt souple et se dire, parfois, mieux vaut favoriser un TJM moins élevé que ce qu'on attendait et qu'on espérait pour une mission qui va être techniquement intéressante et qui va vous permettre de vous lancer en tant que freelance. Il y a un autre aspect par rapport à la souplesse qu'il y a sur le TGM, c'est que si on est spécialisé dans un secteur d'activité, si on est spécialisé sur une technologie spécifique et qu'une mission vous offre l'opportunité de développer, de monter en compétences et d'élargir votre palette de compétences sur d'autres sujets, gardez à l'esprit que ça peut être intéressant de baisser son TGM parce que ça vous permet de capitaliser sur une nouvelle compétence et une nouvelle expérience qui va de toute façon être valorisée plus tard et va vous permettre de rebondir. Il faut être souple lorsqu'on est consultant freelance. Il faut, connaître, il faut voir sur du long terme aussi et miser sur toutes les compétences qui vont pouvoir être accessibles et qu'on va pouvoir acquérir. Ah, pour ça, sa facturation le 30 du mois. C'est bien ça aussi les consultants qui ont travaillé tout un mois entier et qui finalement arrivent à la fin du mois et se disent: «Il faut que je facture, comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire?» Alors, ça ne s'improvise pas. C'est, en tant que consultant, lorsqu'on est installé, lorsqu'on est freelance et installé, c'est vrai que c'est important de se même si vous avez un comptable, même si vous avez des personnes pour vous accompagner, c'est votre responsabilité de gérer la partie facturation. À partir de là, il y a des aspects qui sont très importants qu'il faut voir avant, pendant et le jour de la facturation. Mais déjà valider avec son client tout simplement, comment il gère sa facturation, à quel moment les envoyer, puis à qui les envoyer, quels sont les, quels sont les points, importants à faire apparaître sur la facture? Est-ce qu'il faut facturer en jour? Est-ce qu'il faut, facturer en forfait? Est-ce qu'il faut, mettre mettre des des éléments spécifiques pour pouvoir identifier le projet sur la facture? Voilà, c'est des questions qu'il faut poser pour avoir une facture qu'on appelle conforme et qui sera cohérente avec les attendus au niveau de la comptabilité de l'entreprise. Je ne parle pas des obligations légales, hein, qui sont censées être validées en amont, bien sûr. Donc, bien valider ces différents points en début de mission avec l'interlocuteur qu'il faut. Parfois, ce ne sont pas les personnes qu'on rencontre en entretien qui valident les factures et qui valident la mise en forme des factures, donc bien le valider. Demander aussi s'il faut des comptes rendus d'activité mensuels, s'il faut les faire valider avant, à quelle date il faut les envoyer, à qui il faut les envoyer. Parfois, dans les grosses entreprises, on envoie son compte rendu d'activité à un interlocuteur qui le valide et sa facture à un autre interlocuteur. Les délais de paiement, c'est très important. Vous êtes en tant que freelance installé, vous êtes considéré comme une entreprise et à ce moment-là, il ne faut pas s'attendre à commencer une prestation le 1er et être payé de cette prestation le 30 du mois. Par exemple, il y a des décalages de facturation qui sont de 30 jours, voire plus, en fonction de ce qui est, négocié, avec le client. Donc tout ça pour dire que la facturation ne s'improvise pas, c'est le fruit de votre travail, de votre investissement. Anticipez-le, réfléchissez-le et tenez-en compte lorsque vous allez négocier et discuter avec votre client en amont du début de la mission. Dire oui à tout. Alors, j'ai un consultant une fois qui me disait qu'il était épuisé parce qu'il avait 3 missions en même temps, parce qu'il avait tellement peur de se retrouver sans mission, qu'il disait oui à tous ses clients. Dès qu'on le contactait pour une mission, il disait oui. Il savait pas comment, il savait pas quand il allait trouver le temps, mais il se débrouillait pour trouver le temps, ce qui faisait qu'il ne dormait plus et qu'il était épuisé. C'est le cercle vicieux qu'on rencontre et
qu'on découvre parfois quand on est freelance, surtout quand on vient de se lancer, c'est qu'on a peur de se retrouver sans mission et on a peur que ça s'arrête. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à dire oui à tout parce qu'il faut continuer, parce qu'il faut avoir des clients, parce qu'il faut avoir une activité et c'est pas forcément c'est pas forcément la bonne chose à faire. Il faut déjà savoir pourquoi s'installer freelance aussi. L'équilibre vie privée et familiale est super important et il faut en tenir compte dans le choix de ses missions. Il faut, accepter des missions qu'on est capable de faire techniquement et humainement et physiquement. Ça veut dire que si, vous êtes, je dis une bêtise, mais si vous êtes ingénieur en électronique embarquée et que vous êtes plutôt logiciel et que dans votre mission, il y a 80 de conception électronique que vous en avez fait une fois lorsque vous étiez étudiant, évidemment, vous n'allez pas dire oui parce que c'est une mission qui a une visibilité sur 6 mois ou 1 an. Non, vous ne savez pas le faire, vous dites non. Si votre client a des attentes en termes de livrables qui ne sont pas compatibles avec votre agenda, et que vous savez pertinemment que vous n'allez pas pouvoir tenir vos engagements, évidemment, vous dites non. Si vous avez une trop grosse charge de travail ou que vous avez des contraintes personnelles qui font que vous ne pouvez pas tenir vos engagements, évidemment, vous ne dites pas non. Vous ne dites pas oui, pardon. Vous ne dites pas oui à tout parce que c'est votre crédibilité en tant que consultant qui va être mise en danger. C'est votre équilibre qui va être mis en danger aussi. Et surtout, vous allez vous mettre en situation de danger vous-même. Donc, parfois, le plus simple, c'est, dans certains cas, ou de partager ces sujets-là avec son réseau de freelance, pourquoi pas, ou alors de tout simplement dire non et de recontacter son client, son prospect, une fois qu'on a un peu plus de disponibilité. Donc, ne dites pas oui à tout, c'est pour votre bien et votre équilibre personnel. Et s'isoler. Alors ça, c'est une erreur qui revient assez souvent. Parce que c'est vrai qu'avec l'accès à internet, l'accès à l'information, on a c'est pas faux, on a accès à un certain nombre de réponses, qui nous permettent d'avancer rapidement là, je vais parler de la création d'entreprise, par exemple, ou le fait de s'installer en portage salarial. On a beaucoup de facilité pour avoir des réponses à toutes ces questions. Mais l'humain et d'avoir des interlocuteurs privilégiés, heu, facilite encore plus les choses. C'est pour ça que on a tendance à s'isoler, à se dire: «Je peux tout faire moi-même, il y a tout sur internet, je peux me débrouiller». Mais oui, c'est vrai, on peut, mais mieux vaut se faire accompagner et bien le faire. Nous, on a des partenaires qui nous accompagnent pour ça, que ça soit sur du portage salarial ou sur la création d'entreprise. Donc n'hésitez pas à contacter ou ces partenaires ou d'autres partenaires, il y en a une multitude maintenant pour le faire. Ne vous isolez pas des autres freelances parce qu'il y a des communautés qui existent aujourd'hui qui sont spécialisées par métier, par secteur d'activité, par technologie, par expertise. N'hésitez pas à être actif et à rencontrer d'autres freelances pour échanger sur les bonnes pratiques, sur le réseau, sur les évolutions des contraintes du marché, etc. Restez visible et gardez votre marché visible et tenez-vous au courant. Ne vous isolez pas en étant, on peut être à 100% en télétravail et du coup être coupé du monde aussi, hein, parce qu'il y a les réunions Teams, il y a les coups de fil, etc. Mais ne vous coupez pas du monde non plus. Allez voir ce qui se passe à l'extérieur, essayez d'aller sur site de temps en temps, essayez de communiquer avec vos pairs, essayez de vous aérer l'esprit et de ne pas vous couper du tout. Ne vous isolez pas parce que c'est en communiquant aussi que vous pouvez faire de la prospection, active ou non, et que vous pouvez avoir des informations sur les besoins qui sont actuellement chez des prospects ou chez des potentiels clients. L'idée, en fait, grosso modo, hein, de ne pas s'isoler, c'est de se faire accompagner et de rester en contact avec le monde extérieur, entre guillemets, pour, mais tout simplement pour ne pas perdre le sens de la réalité, du terrain et de ce qui se fait dans votre métier. Et aussi pour votre équilibre psychologique de ne pas se retrouver tout seul, quoi, tout simplement. Réseau.tech est là aussi pour ça, pour la partie commerciale, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai peut-être pas dit ou vous savez ce qu'on fait, mais on accompagne également nos consultants, à s'installer, mais aussi à rechercher leur première mission
Donc voilà, c'est aussi une façon de ne pas s'isoler, de pouvoir prospecter par le biais et par l'appui d'un partenaire qui sera là pour ça. Il y en a quelques-uns qui nous ont rejoints en cours de route. Je propose qu'on soit on repasse un peu rapidement sur les gros points des erreurs fréquentes, ou sinon on leur pose la question, comme tu veux. Bon, on peut leur demander s'ils ont des questions, Ouais. peut-être. Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Déjà, j'ai pas eu de questions. Ok. On va dire que c'était clair alors. Est-ce que sinon vous avez des questions sur ce qu'on vient de parler ou Mais du coup, on va peut-être faire défiler les slips pour ceux Ouais. qui sont arrivés en retard. Ça marche. Donc ça, c'était la première erreur. Je ne vais pas revenir sur tout le détail. De toute façon, il vous sera envoyé un résumé un peu plus détaillé. Donc, faire attention au statut qu'on choisit et ne pas se calquer sur celui de son réseau, de son ami, de ce qu'on vous dit, mais bien creuser le sujet et bien vous renseigner. Travailler son dossier de compétences qui va être votre carte de visite, c'est votre point d'entrée chez vos prospects ou clients. Entretenir son réseau professionnel ou personnel pour trouver une mission. Le réseau de mon réseau, c'est mon réseau. Avoir un TGM fixe et être rigide sur le sujet, surtout pas. Être souple et ouvert d'esprit, surtout pour pouvoir avoir accès à des missions qui peuvent vous permettre derrière de capitaliser en termes de compétences et de développer votre palette justement pour pouvoir derrière l'augmenter par la suite. Anticiper la facturation, voilà, c'est le fruit de votre travail, de votre investissement. Donc pensez en amont de la mission, pensez à tout valider, à valider les différents éléments de facturation avec vos clients pour être sûr d'être dans les clous, dans les temps pour pouvoir facturer. Ne pas dire oui à tout, surtout. Pensez à votre santé mentale et pensez aussi à votre crédibilité professionnelle. Savoir dire non, c'est parfois une grosse qualité. Et savoir dire non peut permettre de ne pas vous retrouver dans des situations compliquées à gérer par la suite. Ne vous isolez pas. Profitez de tous les partenaires possibles sur le marché. Profitez de votre réseau. Profitez de vous appuyer sur votre entourage pour creuser un peu plus le marché et développez-le. Ne restez pas dans votre coin on peut faire des choses seules, mais à plusieurs, c'est quand même beaucoup mieux. Alors j'ai une question. Je suis freelance et on me propose des entretiens, mais finalement je me rends compte que c'est pour du CDI. Comment gérer cela proprement? Alors, dans ce cas-là, mais déjà être clair sur sa posture et lors de l'entretien. Les entretiens en CDI, si on vous propose des entretiens en CDI, c'est toujours du réseau à mettre, à développer, c'est toujours des contacts à avoir. Donc moi, ce que je préconise, c'est de préciser qu'on n'est pas ouvert du CDI, qu'on est maintenant qu'on va s'installer ou qu'on est installé freelance, mais qu'effectivement, voilà, vous pouvez très bien échanger avec eux pour parler de votre parcours, pour parler de votre expertise, la mettre en visibilité chez ce potentiel client pour ou ça arrive parfois que des CDI sont en mission de prestation dans l'attente de trouver la personne qui va être embauchée en CDI ou pour des missions futures chez ce même client. Dans tous les cas, communiquez sur votre statut de façon transparente, mais ne fermez pas la porte à un échange avec un client, même si c'est pour au début un CDI, en étant clair bien sûr sur votre recherche. Alors j'ai une autre question, c'est votre cabinet est spécialisé tech. Auriez-vous des noms de cabinets spécialisés dans la banque qui accompagnent également les nouveaux freelances? Dans la banque spécifiquement, honnêtement, non. Non, malheureusement, je ne saurais pas vous dire. Nous, après, on est spécialisé dans la tech, mais on est sur tous les secteurs sur tout secteur d'activité. Donc, on peut avoir des clients dans le bancaire, dans le spatial, dans l'aéronautique. Donc voilà, de la tech, il y en a partout. De l'IT, il y en a partout. Donc, à voir si potentiellement, en fonction de votre profil, nous, on peut avoir des sujets. Et effectivement, à part nous, c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça. À part nous, qui le fait? Non, mais il doit y en avoir, c'est certain. Mais là, spontanément, je vous avoue que je n'ai pas de nom. Alors j'ai une autre question. Une startup m'a proposé une mission
mais d'autres freelances m'ont dit que c'était risqué pour le paiement. Comment puis-je sécuriser cet aspect? Alors dans ce cas-là, beh, il y a 2 choses. Ça dépend de votre statut. Est-ce que vous êtes en portage ou pas? Si vous êtes en portage, votre société de portage pourra faire effectivement, gérer toute la problématique, de facturation et de financière, mais vous pouvez passer par des partenaires qui vont faire, «trésorier» entre guillemets pour vous. C'est le cas de Réseau.tech par exemple, qui permet de payer nos consultants freelance, sans qu'ils ne soient impactés sur les potentiels retards de paiement de nos clients. Le plus simple, effectivement, dans ces cas-là, c'est si on ne peut pas ou si on ne veut pas contractualiser en direct avec un client, c'est de passer par un intermédiaire qui va vous permettre de sécuriser le paiement de vos factures dans les délais. Alors, j'attends de nouvelles questions. Pour l'instant, j'en ai pas. Alors, du coup, en attendant, on va juste Attends, j'en ai une ah, autre. Je veux faire des missions en full remote, mais on me demande de venir sur site au début. Qui doit payer les frais? alors, après ça peut être négocié avec le client directement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des clients qui acceptent de prendre en charge les frais. Je vous avoue que c'est relativement rare, hein. Pour le coup, je l'ai quasiment jamais vu, pour être totalement transparente. En général, les frais sont à la charge du freelance, parce que, tout simplement, c'est une souplesse aujourd'hui des entreprises de proposer, de permettre aux consultants d'être en total remote. Mais dans tous les cas, il est nécessaire d'aller sur site pour pouvoir prendre en main le projet, ne fût-ce que vous prendre son PC, le connecter au réseau interne pour pouvoir travailler en remote par la suite. Donc vous pouvez le négocier avec votre client, mais moi, je serais d'avis quand même de le prendre en charge soi-même et de l'anticiper effectivement si c'est un critère important pour vous de le budgétiser et de le financer soi-même. Mais d'abord en parler. Bon, on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, ça pourrait passer. Alors, j'ai une autre question. Bonjour, qui fait la rédaction des contrats? L'expert comptable ou moi? Alors, la rédaction de contrat. Alors, ou votre client a un contrat type qui existe parce qu'il a l'habitude de travailler avec des prestataires externes, ou vous passez par un intermédiaire comme Réseau.tech, par exemple, qui se charge de la gestion administrative de la partie contractuelle avec le donneur d'ordre et avec vous. À ce moment-là, vous n'avez strictement rien à faire. Mais globalement, le contrat est de votre responsabilité. Vous pouvez vous appuyer sur les partenaires, mais c'est à vous de le gérer, de le valider. Mais globalement, dans 90% des cas, ce sont les entreprises qui ont leur contrat ou alors passent par des partenaires, des intermédiaires qui le gèrent. Mais c'est toujours bien de connaître, dans tous les cas, de savoir quels sont les articles importants et essentiels dans un contrat de prestation, et être au courant de la loi sur les sujets. C'est bon, j'ai pas d'autres questions. On passe, Alors du coup, nous sommes sur la fin des webinaires de septembre. Nous en avons un autre demain à la même heure, sur les secrets des meilleurs freelances. C'est un peu un retour d'expérience de ce que font les freelances qui sont en mission, qui sont déjà installés, ce qu'ils font, qui, qui selon eux marchent bien. Donc ce sera des retours plus terrain côté freelancing pour le coup. Donc ce sera demain à 13h. c'est ça. Et pour la petite info, Anouk a dû vous en parler hier, pour ceux qui étaient là. Sachez qu'on organise le 9 novembre un after work chez Mesta Freelance avec nos différents partenaires dans nos locaux à Toulouse. Donc n'hésitez pas à venir, vous allez recevoir toutes ces informations par mail. Et à partir d'octobre, tous les vendredis, il y aura des webinaires sur l'installation du freelancing avec des intervenants externes qui pourront vous apporter également leurs connaissances et qui pourront répondre à vos questions lors de ces différents échanges. N'hésitez pas à aller sur LinkedIn aussi pour aller voir notre page où nous mettons toutes nos actualités. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça a été clair pour vous et que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour ceux qui seront là. Au revoir.